À New York, un jeune Marine a disparu de sa base militaire pendant son service. Les autorités n'ont assumé aucune responsabilité, insistant sur le fait qu'il avait disparu pendant 16 heures de liberté et ont classé l'affaire. Mais 8 ans plus tard, lorsque des ouvriers ont commencé à rénover les anciens logements militaires, ils ont découvert quelque chose de choquant à l'intérieur même de la chambre où vivait le Marine. Un indice caché dans le climatiseur allait révéler la sombre vérité sur ce qui lui était vraiment arrivé au camp. Les lumières fluorescentes des urgences de l'hôpital général de Westfield scintillaient, tandis que Sarah Dalton retirait ses gants en latex pour la dernière fois de la journée. 10 heures debout, 3 arrêts cardiaques, un accident de moto et d'innombrables blessures mineures plus tard, elle avait enfin terminé. À 47 ans, elle exerçait ce métier depuis assez longtemps pour savoir quand son corps atteignait ses limites. Et aujourd'hui était l'un de ces jours. L'air d'octobre frappa son visage lorsqu'elle franchit les portes automatiques de l'hôpital à 17 heures précises. L'automne du New Jersey portait un froid particulier qui traversait même les uniformes les plus épais. Sarah chercha son téléphone en traversant le parking, ses chaussures blanches d'infirmière émettant de légers bruits sur l'asphalte. L'écran s'illumina, affichant plusieurs appels manqués, tous du même numéro. Le détective Louis Moreno. 3 appels en 30 minutes. Son cœur s'emballa. En 8 ans depuis la disparition d'Evan, le détective Moreno ne l'avait jamais appelé plusieurs fois de suite. Quelque chose avait changé. Les doigts de Sarah tremblaient légèrement lorsqu'elle déverrouilla sa Honda Civic et se glissa sur le siège conducteur avant d'appuyer sur le bouton de rappel. Le téléphone sonna 2 fois. « Détective Moreno, c'est Sarah Dalton. Je suis vraiment désolé d'avoir manqué vos appels. J'étais en plein service. Je viens juste de terminer. » Il y eut une pause à l'autre bout. « Madame Dalton, pas besoin de vous excuser. Je me doutais que vous travailliez. J'ai essayé de vous joindre il y a environ 30 minutes. » Sa voix portait ce ton prudent que les forces de l'ordre utilisaient pour annoncer des nouvelles importantes. « Ce n'est pas vraiment une urgence, mais nous avons trouvé quelque chose d'important que je dois vous montrer. Une nouvelle piste liée à la disparition de votre fils. » Sarah serra le volant de sa main libre. « Qu'est-ce que vous avez trouvé? » « Je ne peux pas en discuter au téléphone, Madame Dalton. C'est plus personnel, mais nous avons besoin que vous veniez au vieux camp de Marines, où Evan était stationné. »« Camp Buckner, près de Highland Falls? » »« Oui, c'est celui-là. Je sais que c'est à 2 heures de route, et qu'il se fait tard. Voulez-vous une escorte? » Sarah jeta un coup d'œil au ciel qui s'assombrissait. La fatigue de son service pesait sur elle. Mais il s'agissait d'Evan. Il n'y avait aucune question à se poser. « Ce serait bien, en fait. La journée a été longue. L'officier Wansberg et moi pouvons venir vous chercher chez vous dans 15 minutes. Je serai prête. » Le trajet jusqu'à la maison fut flou. L'esprit de Sarah s'emballait avec des possibilités, tandis qu'elle naviguait dans les rues familières de Westfield. Qu'avait-il pu trouver après tout ce temps? Le corps des Marines avait été peu coopératif 8 ans auparavant, insistant sur le fait que, puisque Evan avait disparu pendant son temps de liberté, ses heures de repos n'étaient pas leur responsabilité. Ils avaient effectué le minimum d'enquête avant de s'en laver les mains. Sarah se souvenait à peine d'avoir changé sa tenue d'infirmière pour un jean et un pull. Elle prit son sac à main, s'assura d'avoir son chargeur de téléphone et attendait près de la fenêtre d'entrée quand la voiture de police banalisée arriva. Le détective Moreno sortit, toujours la même carrure trapue et les tempes grisonnantes, bien que les rides autour de ses yeux se soient creusées. Son partenaire, l'officier Hans Vansberg, resta au volant. « Madame Dalton, » dit doucement Moreno, tandis qu'elle verrouillait sa porte d'entrée. « Merci d'être venue avec si peu de préavis. »« Bien sûr, » répondit Sarah,
s'installant sur le siège arrière. « Vous avez dit que vous aviez trouvé quelque chose? »« Nous vous expliquerons tout une fois sur place, » dit Moreno, échangeant un regard avec Wensberg dans le rétroviseur. Les 2 heures de route semblèrent éternelles. Ils firent la conversation sur la météo, sur le travail de Sarah à l'hôpital, tout sauf l'éléphant dans la voiture. Sarah regardait l'étalement urbain du New Jersey céder la place au paysage plus rural de la vallée de l'Hudson. Les arbres peints dans les oranges et les rouges d'octobre pendant la journée apparaissaient maintenant comme des silhouettes sombres contre le ciel du soir. Quand ils arrivèrent enfin au camp Buckner, le vent s'était considérablement levé. La forêt environnante s'agitait bruyamment, créant une atmosphère presque surnaturelle. Le camp ressemblait exactement à ce dont Sarah se souvenait de ses quelques visites 8 ans auparavant. Des casernes en briques imposantes, des clôtures grillagées et cette ordonnance militaire particulière qui donnait à tout un caractère à la fois permanent et temporaire. Un jeune marine les attendait à l'entrée principale. « Caporal Avery James, madame », dit-il, offrant un salut impeccable au détective. « Je vais vous escorter jusqu'aux casernes. » Ils le suivirent à travers le complexe, leurs pas résonnant sur les allées en béton. Le caporal les conduisit dans l'un des bâtiments les plus grands, monta un escalier et parcourut un long couloir qui sentait la cire à parquet et le nettoyant industriel. Sarah remarqua le silence qui régnait. La plupart des marines devaient être en repos ou à des activités du soir. « C'est ici, » dit le caporal James, s'arrêtant devant une porte marquée « Unité 12B ». Il sortit une clé et la déverrouilla. Cette unité appartenait au soldat Dalton et à son équipe. 4 hommes par chambre, disposition standard. Sarah entra, ses yeux prenant immédiatement la mesure des meubles spartiates. 4 lits au carré, parfaitement bordés à la manière militaire, 4 petits casiers, un bureau partagé et une fenêtre avec. Son regard se fixa sur le climatiseur monté dans la fenêtre. C'était un modèle ancien, avec des commandes manuelles et de larges grilles d'aération. Quelqu'un avait placé des marqueurs de preuve autour. « Ah, madame », commença le caporal James, son ton devenant plus formel, « nous rénovons actuellement plusieurs chambres dans cette section des casernes. » Lorsque les ouvriers ont retiré ce climatiseur pour le remplacer, ils ont trouvé quelque chose caché à l'intérieur. Le détective Moreno s'avança. « Madame Dalton, ce qu'ils ont trouvé, ce sont des magazines pour adultes. » Le front de Sarah se plissa. « Je ne comprends pas. Quel rapport avec Evan? » Le caporal s'éclaircit la gorge, mal à l'aise. « C'étaient des magazines pour adultes homosexuels, madame, et nous avons trouvé des objets personnels à côté qui appartenaient clairement à votre fils. »« C'est impossible, » dit rapidement Sarah. « Evan n'était pas gay. Il avait des amis. »« Madame Dalton, » interrompit doucement le détective Moreno. « Ils ont trouvé le pendentif en croix d'Evan, celui que vous avez décrit dans votre rapport de personnes disparues, et un stylo avec son nom gravé dessus. Les objets étaient enveloppés avec les magazines. » Sarah sentit ses jambes faiblir légèrement. Elle s'assit sur le lit le plus proche, celui d'Evan, réalisa-t-elle, notant sa position juste à côté du climatiseur. « Puis-je les voir ?» demanda-t-elle doucement. « Vous êtes sûr ?» demanda Moreno. « Oui, j'ai besoin de les voir. » Wensberg sortit un sac à preuves contenant plusieurs magazines. Sarah le prit d'une main tremblante, consciente du silence inconfortable qui s'était installé dans la pièce. Elle feuilleta les pages, essayant de maintenir son sang-froid de professionnel médical, même si son cœur de mère s'emballait. Puis, elle le vit. Des écritures dans les marges de plusieurs pages, de petits dessins et des notes. Elle connaissait cette écriture aussi bien que la sienne. L'avait vue sur d'innombrables devoirs scolaires, cartes d'anniversaire, lettres à la maison.
c'est l'écriture d'Evan, murmura T.L. L'épreuve était indéniable. Le pendentif, le stylo, l'écriture et l'emplacement, cachés dans la bouche d'aération juste à côté de son lit, où ses colocataires ne les trouveraient ben pas. Sarah ferma les yeux. Les pièces d'un puzzle qu'elle n'avait jamais voulu compléter s'assemblaient soudainement. La façon dont Evan avait toujours eu plus d'amis que d'amis. Comment il n'avait jamais semblé intéressé quand elle essayait de lui parler d'une relation sérieuse avec une fille. Mais aussi la façon dont il avait insisté, presque trop énergiquement, qu'il était attiré par les femmes chaque fois qu'elle l'avait doucement questionné. « Il m'a menti », dit-elle doucement. « Toutes ces fois où je lui ai demandé, il a dit qu'il n'était pas gay. En tant qu'infirmière, Sarah avait travaillé avec des personnes de tous horizons. Elle se considérait comme tolérante, même progressiste. Mais face à ses preuves concernant son propre fils, elle ressentit un mélange complexe d'émotions. Surprise, tristesse qu'il ait senti qu'il ne pouvait pas lui dire, et un étrange sentiment de clarté. La porte s'ouvrit, et un homme en uniforme impeccable, avec les insignes de capitaine, entra. « Je m'excuse pour mon retard », dit-il, tendant la main à Sarah. « Capitaine Charles Vall, j'étais le commandant d'Evan il y a 8 ans. » Le capitaine Vall avait peut-être 45 ans, avec des cheveux poivre et sel, et la posture rigide de décennies de service militaire. Sa poignée de main était ferme, son expression convenablement solennelle. « Madame Dalton, je tiens à exprimer à quel point je suis désolé pour ce qui est arrivé à votre fils. Le corps des Marines a fait tout ce qu'il pouvait dans sa juridiction, mais puisqu'il a disparu pendant ses heures de liberté... » Il s'interrompit. L'implication était claire. Cependant, avec cette nouvelle découverte, nous espérons qu'elle pourrait fournir de nouvelles pistes pour l'enquête. L'officier Wansberg s'avança. Nous devrons mettre cela dans un sac comme preuve, et nous aimerions réinterroger les colocataires d'Evan, si possible. Nous leur avons parlé il y a 8 ans, mais à la lumière de ces nouvelles informations, nous devrions aussi interroger d'autres marines qui étaient assez proches d'Evan, ajouta le détective Moreno, regardant le capitaine Vail. Qui aurait pu connaître cet aspect de sa vie? Le capitaine et le caporal échangèrent un regard. Dehors, le tonnerre gronda de manière menaçante. « Monsieur, j'ai bien peur que cela doive attendre jusqu'au matin, » dit le capitaine Vail. « De plus, nous attendons un temps sévère dans la vallée de l'Hudson ce soir. Les routes mais deviennent dangereuses et nous avons souvent des fermetures. Ce serait plus sûr pour tout le monde si vous restiez ici, dans les casernes, pour la nuit. » Un éclair illumina la fenêtre, comme pour souligner son propos. « Nous pouvons organiser les entretiens demain matin, pendant la pause de 10 heures, » poursuivit le capitaine. « Madame Dalton, nous avons des quartiers pour inviter dans la section féminine, au 3e étage. Une chambre privée, avec sa propre salle de bain, vous y serez confortable. » Sarah regarda le détective Moreno, qui hocha la tête. « Probablement pour le mieux, Madame Dalton. Nous pourrons reprendre à 0 demain matin. »« Il y a une cantine où vous pourrez dîner, » ajouta le caporal James. « L'infirmerie est au même étage que votre chambre, si vous avez besoin de quoi que ce soit. » Une femme marine apparut dans l'embrasure de la porte, comme si elle avait été convoquée. « Soldat de première classe, Martinez, » se présenta-t-elle. « Je vais vous montrer vos quartiers, madame. » Alors que Sarah rassemblait son sac à main, le capitaine Vail s'adressa au groupe. « Préparons-nous à nous retrouver dans la salle principale à 10 heures demain. Madame Dalton, vous êtes libre de vous promener dans les casernes, d'observer nos opérations. Parfois, voir où votre fils vivait et travaillait peut être utile. » Sarah hocha la tête machinalement, assimilant encore la révélation au sujet d'Evan. Elle suivit la soldate Martinez hors de la pièce, jetant un dernier regard au climatiseur qui avait caché le secret de son fils pendant 8 ans. La chambre d'invité était spartiate, mais propre.
Un lit simple, un bureau, une petite salle de bain. L'efficacité militaire à son meilleur. Martinez lui indiqua où se trouvait la cantine et lui montra l'infirmerie, juste au bout du couloir. « Si vous avez besoin de quoi que ce soit, madame, l'officier de service est toujours disponible, » dit Martinez avant de partir. Sarah s'assit sur le lit, ressentant soudain chacune de ses 47 années. L'épuisement de son service, le trajet et le bouleversement émotionnel de la soirée s'abattèrent sur elle comme une vague. Elle pensa à appeler sa sœur, mais que dirait-elle? Qu'Evan était gay, qu'il l'avait caché à tout le monde, que cette révélation, tout en expliquant certaines choses, ne faisait qu'approfondir le mystère de sa disparition. Dehors, la tempête était arrivée pour de bon. La pluie frappait les fenêtres et le vent hurlait à travers les arbres entourant le camp Buckner. Sarah se glissa dans le lit étroit. Allongée là, écoutant la tempête, elle pensa à son fils. Pas le marine qui avait disparu 8 ans auparavant, mais le garçon qui l'aidait au jardin, qui faisait du bénévolat à l'hôpital pendant le lycée, qui avait toujours été doux et gentil, d'une manière qui l'avait inquiété lorsqu'il avait annoncé son intention de rejoindre les marines. L'armée avait-elle découvert son secret? Quelqu'un l'avait-il menacé? Ou la pression de cacher qui il était-elle devenue trop lourde à porter? Demain, se dit-elle, demain peut-être que j'obtiendrai des réponses. Sarah ferma les yeux, et malgré la tempête et les circonstances, l'épuisement l'entraîna dans un sommeil profond et sans rêve. Les yeux de Sarah s'ouvrirent brusquement à 5h30. La précision militaire des casernes avait d'une certaine manière envahi son subconscient, la réveillant bien avant son heure habituelle. Pendant un moment, les murs blancs stériles et les rideaux droits la désorientèrent. Ce n'était pas sa chambre à Westfield. Puis, les souvenirs de la nuit dernière revinrent brutalement. Les magazines, l'écriture d'Evan, la révélation que son fils avait caché une partie aussi fondamentale de lui-même. Elle se redressa rapidement, sa formation d'infirmière prenant le dessus alors qu'elle se préparait méthodiquement pour la journée. La lumière fluorescente de la petite salle de bain était dure, soulignant les rides d'inquiétude que 8 ans d'incertitude avaient gravées sur son visage. Sarah s'aspergea d'eau froide sur les joues, tira ses cheveux bruns grisonnants en une queue de cheval pratique et s'habilla avec le jean et le pull de la veille. Les couloirs étaient déjà animés d'activité lorsqu'elle sortit de sa chambre. Des femmes marines passaient en petits groupes, certaines offrant des hochements de tête polis, d'autres trop concentrées sur leur conversation pour remarquer la civile parmi elles. Sarah leur sourit, se demandant si l'une d'elles avait connu Evan, si elle avait remarqué quand il avait cessé de se présenter à la formation du matin, 8 ans auparavant. Elle descendit les escaliers en béton, le bruit de ses chaussures civiles doux comparé au claquement rythmique des bottes de combat. La zone d'habitation masculine, aux étages inférieurs, était plus bruyante, plus exubérante. À travers les portes ouvertes, elle aperçut des jeunes hommes à divers stades d'habillage, certains faisant leur lit avec des angles hospitaliers qui auraient impressionné même ses superviseurs infirmiers les plus stricts. D'autres s'engageant dans le genre de taquinerie rude qui semblait universel parmi les jeunes militaires. « Johnson, tu appelles ça un lit correctement fait? Ma grand-mère pourrait faire rebondir une pièce plus haut que ça. » « Ouais, eh bien, ta grand-mère était un marine, Thompson. » Des rires résonnèrent dans le couloir et Sarah se demanda, Evan avait-il participé à ce genre de plaisanterie? Ou était-il à l'écart, regardant de l'extérieur, sa nature douce faisant de lui une cible plutôt qu'un participant? L'air matinal dehors était vif. Octobre dans la vallée de l'Hudson, portant la promesse de l'hiver. Elle pouvait voir des marines s'entraîner sur le terrain de parade, leur souffle visible en petits nuages alors qu'ils effectuaient leur entraînement physique. Les mouvements synchronisés, les appels de cadence, le sens du but, c'était impressionnant et intimidant à parts égales. Debout là,
Regardant ces jeunes hommes pousser leur corps à la limite, Sarah ne pouvait s'empêcher de penser à quel point Evan avait dû se sentir déplacé. Son fils avait rejoint les Marines pour prouver quelque chose, à lui-même, à elle, à un monde qui attendait certaines choses des jeunes hommes. Mais Evan n'avait jamais été le type alpha masculin. Il avait été le garçon qui secourait les oiseaux blessés, qui se portait volontaire pour lire aux enfants à l'hôpital où elle travaillait, qui avait un toucher doux et un cœur attentionné. Avait-il trouvé des amis ici? L'enquête d'il y a 8 ans avait suggéré qu'il était solitaire, mais sûrement quelqu'un devait mieux le connaître. Et maintenant, avec la révélation concernant les magazines, une nouvelle question brûlait dans son esprit. Evan avait-il trouvé l'amour ici? Une relation secrète qu'il avait dû cacher? Les questions tourbillonnaient, tandis qu'elle regardait les marines s'entraîner. Et soudain, Sarah ressentit un besoin urgent de parler au capitaine Vol avant les entretiens formels. C'était probablement inapproprié. Il était sûrement occupé avec l'entraînement du matin, mais quelque chose la poussait à essayer. Elle retourna à l'intérieur et monta au 2e étage, où elle avait remarqué des bureaux administratifs la veille. Une sergente, Ascendant Image System. Une sergente entrait justement dans le bloc administratif, son badge indiquant SGT Donnelly. « Excusez-moi, sergente Donnelly », dit Sarah. La femme se retourna, son expression professionnellement neutre. « Oui, madame. Je suis Sarah Dalton. Je suis ici au sujet de mon fils, le soldat Evan Dalton. Je me demandais où je pourrais trouver le bureau du capitaine Vale. » La reconnaissance brilla dans les yeux de la sergente. « Ah oui, madame. J'ai entendu dire que vous étiez ici. Le bureau du capitaine Vale est dans ce couloir, 3e porte à droite, bien que je ne sois pas sûr s'il est déjà arrivé. »« Merci, » dit Sarah, se dirigeant déjà dans la direction indiquée. Le couloir était plus calme ici, moquetté au lieu du béton, avec des photos de l'histoire du corps des Marines alignées sur les murs. Sarah trouva la porte marquée « Capitaine Charles Val, officier commandant » et frappa doucement. Pas de réponse. Elle frappa à nouveau, plus fort cette fois. Toujours rien. Mais en pressant son oreille contre la porte, elle pouvait entendre une conversation étouffée à l'intérieur. Le capitaine devait être en réunion. Elle devrait partir, revenir plus tard, mais quelque chose la poussa à essayer la poignée. La porte s'ouvrit sur un bureau extérieur faiblement éclairé. Les stores étaient là baissés, plongeant tout dans l'ombre. Sarah pouvait entendre les voix plus clairement maintenant, venant de ce qui devait être une salle de bain privée attenant au bureau. « Il faut le mettre dans le trou. Pousse plus fort, ça ne rentre pas. » Des grognements et des sons étranges suivirent qui firent rougir les joues de Sarah. La douche coulait, elle pouvait l'entendre clairement, mais la conversation, les bruits, cela semblait distinctement de nature sexuelle. Sarah resta figée, son esprit s'emballant. Le capitaine Vale était-il engagé dans des activités avec quelqu'un dans la salle de bain de son bureau? À 7 heures du matin. Les implications étaient stupéfiantes, surtout compte tenu de ce qu'elle avait appris sur Evan la nuit précédente. Un grognement particulièrement fort venant de la salle de bain la fit sursauter. Elle devait partir immédiatement, mais dans sa hâte de sortir du bureau, son sac à main accrocha un cintre près de la porte, l'envoyant s'écraser au sol. La douche s'arrêta brusquement. « Qui est là ?» appela la voix du capitaine Vale. Sarah n'attendit pas pour répondre. Elle se glissa hors du bureau, aussi silencieusement que possible, refermant la porte derrière elle. Son cœur battait la chamade, alors qu'elle marchait rapidement dans le couloir, essayant de paraître décontractée, même si son esprit était en ébullition. Qu'avait-elle entendu? Ou plutôt, qu'avait-elle failli voir?
Le capitaine, qui avait semblé si professionnel et compatissant la nuit précédente, engagé dans ce qui semblait certainement être une activité sexuelle dans son bureau. Avec qui? Et pourquoi cette découverte la remplissait-elle d'un tel malaise, surtout à la lumière de la sexualité cachée d'Evan? Sarah se maudit pour son manque de bienséance, faire irruption dans des bureaux, écouter aux portes des moments privés. Mais elle ne pouvait se défaire du sentiment que ce qu'elle avait entendu était significatif. Le capitaine occupait une position de pouvoir sur ces jeunes marines. S'il entretenait des relations sexuelles avec des subordonnés, elle secoua la tête, essayant de clarifier ses pensées. Elle sautait aux conclusions. Peut-être avait-elle mal interprété ce qu'elle avait entendu. Peut-être que le stress d'être ici, d'apprendre le secret d'Evan, la rendait paranoïaque. Sarah avait à peine parcouru 20 pieds dans le couloir quand elle entendit la porte du bureau s'ouvrir derrière elle. « Madame Dalton », appela la voix du capitaine Vale, calme et professionnelle. Elle se figea, ses épaules se tendant, puis se retourna lentement. Le capitaine se tenait dans l'encadrement de sa porte, parfaitement habillé dans son uniforme de travail, chaque bouton en parfait ordre. Son expression était aimable, peut-être même légèrement amusée. « Je crois que vous me cherchiez, » dit-il, lui faisant signe de revenir. Sarah sentit la chaleur monter à ses joues alors qu'elle revenait vers le bureau. « Capitaine, je suis vraiment désolé. Je n'aurais pas dû. S'il vous plaît. »« Entrez, » interrompit-il doucement, la laissant passer. Le bureau était maintenant correctement éclairé. Les stores ouverts pour laisser entrer le soleil du matin. Tout semblait parfaitement normal. Un bureau avec des piles soignées de paperasse, des photos de cérémonie des marines sur les murs, un petit drapeau américain dans le coin. Et, debout maladroitement près de la porte de la salle de bain, se trouvait un jeune marine, probablement pas plus de 20 ans. « Madame Dalton, voici le soldat Calabrese », dit le capitaine Vale d'un ton conversationnel. « Soldat Calabrese, voici Madame Dalton, la mère du soldat Evan Dalton. Elle est ici avec la police pour suivre les preuves récemment découvertes dans la chambre d'Evan. » Il se tourna vers Sarah. Le soldat Calabrese m'aidait juste avec un drain bouché dans la salle de bain. Ces vieux bâtiments, vous savez, la plomberie est au mieux capricieuse. Le jeune homme hocha la tête avec raideur. « Madame, » dit-il doucement. Sarah remarqua qu'il avait à peu près le même âge qu'Evan lorsqu'il avait disparu. La même carrure élancée, le même genre de visage juvénile qui semblait presque trop jeune pour l'uniforme. « S'il vous plaît, ne vous méprenez pas, » continua le capitaine, un léger sourire jouant sur ses lèvres. « Je comprends comment cela a dû sonner de l'extérieur. Nous essayons de déboucher le drain, le mettre dans le trou, comme je l'ai si éloquemment dit. L'accès aux tuyaux dans ces vieilles salles de bain est terriblement conçu. » Sarah sentit son embarras s'approfondir. Bien sûr, un drain bouché. Les grognements étaient dus à l'effort physique de travailler dans l'espace exigu de la salle de bain. La douche qui coulait pour tester si le drain était dégagé. Son esprit avait immédiatement sauté à la pire conclusion possible, influencé sans doute par la révélation de la nuit précédente concernant Evan. « Je suis mortifiée, » dit Sarah. « J'ai frappé plusieurs fois, et quand j'ai entendu des voix, j'ai pensé, je voulais juste vérifier si vous étiez là. Je n'aurais jamais dû ouvrir la porte. »« Aucun mal n'est fait, » assura le capitaine Vale. Mais même alors qu'il parlait, Sarah remarqua que le soldat Calabrese semblait profondément mal à l'aise. Les yeux du jeune homme passaient du capitaine à la porte, ses mains jointes derrière son dos, dans une position qui ressemblait plus à une contrainte qu'à une posture militaire. Il y avait quelque chose dans son expression. Peur, anxiété. Mais c'était parti, avant qu'elle ne puisse l'identifier correctement. Le capitaine sembla également remarquer le comportement de Calabrese. « Soldat Calabrese, vous êtes congédié,
Merci pour votre aide ce matin. Oui, monsieur, dit rapidement Calabrese. Il se dirigea vers la porte, s'arrêtant brièvement pour regarder Sarah. Pendant un instant, leurs yeux se rencontrèrent, et Sarah y vit quelque chose. Une supplication, un avertissement. Mais ensuite, il était parti. La porte se referma derrière lui. Le capitaine Veil se déplaça derrière son bureau, faisant signe à Sarah de prendre un siège dans l'un des fauteuils face à lui. « Maintenant, Madame Dalton, que puis-je faire pour vous ce matin? Je suppose que vous n'êtes pas venue ici juste pour vérifier mes problèmes de plomberie. » Sarah s'assit, essayant de rassembler ses pensées. La rencontre avec le soldat Calabrese l'avait déstabilisée, mais elle mit cela de côté. « Je voulais vous interroger sur Evan, avant les entretiens formels. Je n'ai pas beaucoup dormi la nuit dernière, pensant à ce que nous avons découvert. »« Compréhensible, » dit le capitaine, son expression compatissante. « Je me demande sans cesse à propos de sa vie ici. Y avait-il quelqu'un dont il était particulièrement proche? Étant donné ce que nous savons maintenant sur son orientation, je me demande s'il avait peut-être une relation, quelqu'un qui aurait pu savoir où il prévoyait d'aller. » Le capitaine Veil se pencha en arrière dans son fauteuil, semblant considérer ces questions avec soin. « Votre fils était différent de la plupart des Marines ici, Madame Dalton. Je ne dis pas cela de façon négative, » ajouta-t-il rapidement. « Mais il était plus doux, plus réfléchi. Tout le monde n'appréciait pas ses qualités dans cet environnement. »« Était-il harcelé? » demanda directement Sarah. Je ne dirais pas harcelé, exactement, mais il ne correspondait pas au moule typique. Vous devez comprendre, Madame Dalton, le corps des Marines attire un certain type de jeune homme, agressif, compétitif, ce que vous pourriez appeler hyper-masculin. Votre fils était calme, réservé. Certains voyaient cela comme une faiblesse. Sarah sentit sa mâchoire se crisper. « La douceur n'est pas une faiblesse, capitaine. »« Je suis tout à fait d'accord, » dit Veil. « Et pour ce que ça vaut, je croyais personnellement que le soldat Dalton n'était pas moins un marine que les autres. Il a terminé sa formation de manière satisfaisante. Il suivait les ordres. Mais socialement, il haussa les épaules. Il était isolé, solitaire, comme certains pourraient se dire. Avez-vous déjà remarqué quelqu'un montrant un intérêt particulier pour lui, ou lui pour quelqu'un d'autre? » L'expression du capitaine resta neutre. « Je me fais un point d'honneur de ne pas m'impliquer dans la vie personnelle de mes marines, Madame Dalton. Ce qu'ils font pendant leurs heures de repos, avec qui ils s'associent, c'est leur affaire, tant que cela n'affecte pas la cohésion ou la préparation de l'unité. » C'était une réponse diplomatique, pensa Sarah. Peut-être trop diplomatique. « Mais vous avez sûrement dû remarquer quelque chose, » insista-t-elle. « À la lumière de ce que nous avons trouvé hier soir, les magazines, il devait y avoir des signes. J'ai remarqué que le soldat Dalton semblait parfois troublé, » admit le capitaine. « Solitaire, comme je l'ai dit. Mais beaucoup de jeunes marines luttent pas avec le mal du pays, avec l'adaptation à la vie militaire. Je ne pensais pas que son cas était particulièrement inhabituel. » Sarah voulait en demander plus, pousser plus fort. Mais quelque chose dans le ton du capitaine suggérait qu'elle avait atteint la limite de ce qu'il était prêt à partager, du moins dans ce cadre informel. « Je vois, » dit-elle finalement. « Eh bien, merci pour votre temps, capitaine. Et encore une fois, je m'excuse pour le malentendu de ce matin. » Le capitaine Veil se leva comme elle le fit, contournant le bureau pour l'escorter jusqu'à la porte. « Aucune excuse nécessaire, Madame Dalton. Je comprends que c'est un moment difficile pour vous. Pourquoi n'allez-vous pas prendre un petit déjeuner? La cantine sert de 6 à 8 heures. Vous pouvez regarder les marines s'entraîner à travers les fenêtres là-bas. Cela pourrait vous donner une meilleure idée de la vie quotidienne de votre fils ici. »« Merci, » dit Sarah. Alors qu'elle atteignait la poignée de la porte,
Le capitaine ajouta. Madame Dalton, essayez de ne pas trop réfléchir. Parfois, les explications les plus simples sont les bonnes. Sarah hocha la tête et quitta le bureau. Mais tandis qu'elle marchait dans le couloir, elle ne pouvait se défaire du sentiment que rien dans la disparition d'Evan n'était simple du tout. L'explication du capitaine au sujet du drain avait parfaitement du sens. Et pourtant, l'expression troublée du soldat calabressé persistait dans son esprit. Le jeune homme avait l'air véritablement en détresse, même effrayé. Mais effrayé de quoi? Ou de qui? Elle pensa à Evan, l'Evan qui avait caché tant de lui-même. Avait-il eu peur, lui aussi? Avait-il trouvé l'acceptation ici? Ou le besoin de cacher sa vraie nature était-il devenu insupportable? Les questions la suivirent, tandis qu'elle se dirigeait vers la cantine, le soleil du matin illuminant maintenant pleinement les couloirs du camp Buckner. La cantine était un espace utilitaire. De longues tables avec des bancs attachés, un éclairage fluorescent qui jetait tout dans un relief dur, et des fenêtres donnant sur les terrains d'entraînement. L'odeur d'œufs, de bacon et de café fort remplissait l'air. L'officier Hans Vansberg était assis seul à une table près des fenêtres, déjà à mi-chemin de son petit déjeuner. Sarah se versa une tasse de café au poste de self-service, remarquant que ses mains tremblaient encore légèrement après l'étrange rencontre du matin. Elle rejoignit Hans à sa table, reconnaissante pour un visage familier. « Bonjour, Madame Dalton », dit Hans, levant les yeux de ses œufs brouillés. « Bien dormi ?»« Aussi bien que possible dans ces circonstances », répondit Sarah en roulant ses mains autour de la tasse chaude. « Avez-vous vu le détective Moreno? Il coordonne avec la sécurité de la base, préparant la salle d'entretien. Nous visons à tout terminer avant 13 heures. La météo s'est bien dégagée. Nous devrions donc pouvoir retourner à Westfield cet après-midi. » Sarah fixait son café. « Et si nous ne trouvons rien d'utile? Ces magazines, ils nous apprennent quelque chose sur Evan que je ne savais pas, mais ils n'expliquent pas pourquoi il a disparu. » Hans posa sa fourchette, son expression pensive. « Vous avez mentionné le harcèlement au capitaine? » « Il était évasif, » dit Sarah. « Mais je continue à me demander. Evan a-t-il été ciblé parce que d'autres le soupçonnaient? Avait-il une relation secrète qui a mal tourné? Quelqu'un qui était jaloux? Il n'avait que 18 ans quand il a disparu. D'après mon expérience, dit Hans, se penchant en arrière, peu importe à quel point quelqu'un est discret ou silencieux, il y a toujours au moins une personne qui connaît ses secrets. Quelqu'un a vu quelque chose, entendu quelque chose. Nous devons juste trouver cette personne. J'espère que vous avez raison, murmura Sarah. Je veux juste une conclusion. Même s'il s'est enfui pour échapper à cet endroit, pour vivre librement quelque part ailleurs, j'ai juste besoin de savoir qu'il est en sécurité. Alors qu'elle parlait, Sarah prit conscience des yeux posés sur elle. De l'autre côté de la cantine, le soldat calabressé était assis avec un groupe d'autres jeunes marines, mais son attention était fixée sur elle. Quand elle croisa son regard, il détourna rapidement les yeux, soudainement fasciné par son plateau de petit déjeuner. Elle pensa à mentionner l'incident du matin à Hans, mais décida de ne pas le faire. Que dirait-elle? Qu'elle avait surpris quelque chose qui aurait pu être inapproprié, mais qui s'était avéré être une réparation de plomberie? Cela sonnerait paranoïaque. Sarah essaya de se concentrer sur son café, mais elle pouvait sentir les yeux de Calabrese sur elle à nouveau. Cette fois, quand elle leva les yeux, il était déjà debout. Il déposa son plateau et se dirigea vers la sortie, se déplaçant avec une démarche déterminée qui suggérait qu'il avait un endroit précis où aller. À travers les fenêtres, Sarah le regarda se diriger vers la zone d'entraînement extérieure. Puis, elle aperçut le capitaine Vail, à l'extrémité du couloir, reliant la cantine au bâtiment principal. Calabrese le vit aussi.
Sarah pouvait le deviner par la façon dont le corps du jeune marine se tendit, dont sa démarche faiblit. D'un mouvement fluide, Calabrese changea de direction. Au lieu de continuer à l'extérieur, il retourna dans le bâtiment des casernes et se dirigea vers l'escalier menant au quartier masculin. Il se déplaçait rapidement maintenant, montant les marches deux par deux. Cela se produisit en un instant. Le pied de Calabrese se prit dans quelque chose, sa propre hâte peut-être, ou un endroit usé sur les escaliers. Il bascula en avant, ses bras tournoyant inutilement, et dégringola toute la volée d'escaliers avec une série de bruits sourds et creux. La cantine tomba dans le silence. Tout le monde l'avait entendu, ce son distinctif d'un corps heurtant le béton à plusieurs reprises. La formation médicale de Sarah prit le dessus avant même une pensée consciente. Elle était debout et courait, son café abandonné sur la table. « Je suis infirmière », cria-t-elle en atteignant Calabrese, qui gisait recroquevillé au bas des escaliers. Il était conscient, essayant de s'asseoir. Du sang coulait d'une entaille sur son front, et elle pouvait voir des écorchures sur ses avant-bras, là où les manches de son uniforme s'étaient relevées pendant la chute. « Ne bougez pas », ordonna Sarah, ses mains vérifiant déjà les blessures évidentes. Elle palpa doucement son cou, vérifia ses pupilles. « Pouvez-vous me dire votre nom ?»« Soldat Calabrese », parvint-il à dire. « Bien. Savez-vous où vous êtes ?»« Camp Buckner, les casernes. » Une foule s'était rassemblée. Sarah était consciente du capitaine Vail qui se frayait un chemin, son expression illisible. Hans était là aussi, et elle pouvait voir le détective Moreno approcher depuis la zone administrative. « Pas de blessures externes majeures », annonça Sarah, gardant sa voix assez basse pour que seules les personnes les plus proches puissent l'entendre. « La blessure à la tête est superficielle, bien qu'elle saigne beaucoup. Les plaies du cuir chevelu font toujours ça, dit-elle. Nous devrions l'emmener à l'infirmerie, dit le capitaine. Sa voix était stable, professionnelle, mais Sarah remarqua avec quelle intensité il fixait Calabrese. Le jeune marine semblait se recroqueviller sous ce regard, changeant légèrement de position comme s'il essayait de s'éloigner. « Je vais l'emmener, » dit fermement Sarah. « Je m'en occupe. »« Je peux aider, » proposa Hans. « Pas besoin, » dit Sarah, aidant Calabrese à se mettre debout. Il était assez stable, nota-t-elle avec soulagement. Pas de signe évident de commotion cérébrale, au-delà des circonstances justifiant une observation. « Vous avez des préparatifs à faire pour les entretiens, » ajouta-t-elle. « Je vous verrai à 10 heures. » Le capitaine Vail s'éclaircit la gorge. « L'infirmerie est au 3e étage, même étage que vos quartiers, Madame Dalton. Je veillerai à ce que le programme d'entraînement reste sur la bonne voie, » ajouta-t-il, se détournant déjà. Il y avait quelque chose dans son ton, soulagement, congédiement, que Sarah ne pouvait pas tout à fait situer. Elle soutint Calabrese tandis qu'il montait les escaliers, lentement cette fois. Vertige, nausée, maux de tête. « Non, madame, je vais bien, juste maladroit. »« Ce n'était pas de la maladresse, » dit doucement Sarah. « Vous fuyez quelque chose ?» Calabrese ne répondit pas. L'infirmerie était une installation petite, mais bien équipée. Un infirmier, avec les insignes de caporal-chef, déverrouilla la porte et aida Calabrese à s'installer sur une table d'examen. « Lacération à la tête due à une chute », expliqua Sarah. « Entaille d'environ 5 cm sur la région temporale gauche, quelques abrasions sur les 2 avant-bras. Il est alerte et orienté. » L'infirmier hocha la tête, commençant à rassembler des fournitures. « Je peux prendre le relais à partir d'ici, madame. » Mais Calabrese prit soudainement la parole. « En fait, Madame Dalton est infirmière, une infirmière des urgences.
Je préférerais qu'elle me soigne. » L'infirmier parut sceptique. « Et alors, nous sommes parfaitement capables. »« S'il vous plaît, » dit Calabrese. Quelque chose dans son expression dut se communiquer à l'infirmier, qui sourit soudainement. « Oh, je comprends. Tu veux l'infirmière charmante au lieu de ma vieille tronche? » « Ouais, je ne peux pas t'en blâmer. C'est rare ici. » Il posa les fournitures sur le comptoir. « D'accord, je reviendrai vous voir dans un moment. » Dès que la porte se referma, l'atmosphère dans la pièce changea. Sarah se lava les mains méthodiquement, rassemblant gaz, antiseptique et bandages. « Vous vouliez me dire quelque chose ?» demanda-t-elle. Calabrese la regarda avec des yeux trop jeunes. Ce matin, dans le bureau du capitaine, les mains de Sarah s'immobilisèrent. « Oui, nous ne réparions pas un drain. » Les mots sortirent en rafale. « Ce que vous avez entendu, ce que vous pensiez avoir entendu, vous aviez raison. » Sarah s'assit sur le tabouret à côté de la table d'examen. Il était... Le capitaine était... Oui, murmura Calabrese, la voix à peine audible. Et je pense qu'il a fait la même chose à votre fils. La pièce sembla s'incliner. Sarah se força à respirer, à maintenir un sang-froid professionnel, même si son cœur de mère hurlait. « Il a abusé de vous. » Calabrese hocha misérablement la tête. « S'il vous plaît, ne le dites à personne. Ma vie pourrait être en jeu ici. » « Que voulez-vous dire, en jeu? » « Je suis nouveau ici, depuis un peu plus d'1 an. Quand je suis arrivé, j'ai entendu des rumeurs sur votre fils. Les autres marines ont commencé à me harceler aussi, disant que j'étais doux, faible, comme lui. Des histoires sur Evan. Certains disaient qu'il était mort, d'autres qu'il s'était enfui et qu'il était toujours vivant quelque part. Personne ne sait avec certitude. Sarah commença à nettoyer la plaie à la tête, ayant besoin des gestes familiers pour se stabiliser. « Pourquoi étiez-vous dans le bureau du capitaine? Pourquoi le laissez-vous faire ça? » « Ce n'était pas la première fois. J'y allais toute la semaine, cherchant quelque chose. Quelqu'un a mentionné qu'Evan tenait un journal et que le capitaine l'avait pris. J'ai pensé que si je pouvais le trouver, je pourrais en apprendre davantage sur la façon de survivre dans cet endroit. La vérité, c'est que j'essaie de prouver à mon père que j'ai ce qu'il faut pour être un vrai homme. » « L'avez-vous trouvé? » Calabrese tendit la main derrière son dos, sous sa chemise d'uniforme, et sortit un petit carnet vert olive, de type militaire, du genre vendu à la boutique de la base. Il le tendit à Sarah d'une main tremblante. « Vous l'avez trouvé, » murmura-t-elle. « Je ne l'ai pas encore lu. Je l'ai attrapé ce matin quand le capitaine était distrait. » Sarah prit le journal, son poids à la fois négligeable et énorme. « Lisez-le-moi, s'il vous plaît. J'ai besoin de préparer les fournitures de premiers secours dont nous pourrions avoir besoin. » C'était une excuse faible, mais ses mains tremblaient trop pour tourner les pages elles-mêmes. Calabrese ouvrit le carnet. L'écriture d'Evan, si familière qu'elle serra la poitrine de Sarah, remplissait les pages. 15 septembre 1993, lut-il. Ils ne me laissent pas tranquille. Johnson et Martinez, en particulier. Ils ont trouvé ma lettre à Amy, celle que j'allais envoyer. Mais j'ai perdu mon courage. Ils disent que je suis dans le déni, que d'écrire des lettres d'amour à des filles ne changera pas ce que je suis vraiment. Sarah travaillait mécaniquement, nettoyant et bandant les blessures de Calabrese pendant qu'il lisait. Les entrées dressaient un tableau d'un harcèlement croissant. Evan avait développé des sentiments pour une marine nommée Amy, lui avait écrit des lettres qu'il n'avait jamais envoyées. Quand ses colocataires les avaient trouvées, le harcèlement s'était intensifié. Il l'appelait faible, l'accusait d'être dans le déni concernant son homosexualité. « Y a-t-il quelque chose sur le capitaine ?» demanda Sarah, fixant la gaze. Calabrese tourna les pages,
plus près des dernières entrées. Son visage pâlit. 3 octobre 1993. Le capitaine m'a encore appelé dans son bureau aujourd'hui. Il dit qu'il me comprend, qu'il peut m'aider. Il m'a donné plus de ses magazines. Je n'en veux pas, mais je les ai regardés. Je ne sais pas ce qui ne va pas chez moi. Peut-être que tout le monde a raison. Peut-être que je suis ce qu'ils disent que que je suis. Sarah glissa le journal sous sa propre chemise, près de son cœur. Personne d'autre ne peut voir cela, jusqu'à ce que je le donne au détective. Vous comprenez? Calabrese hocha la tête. Je voulais aider, témoigner, mais... Mais quoi? Je suis allé dans son bureau volontairement, cherchant le journal. Si je dis qu'il a abusé de moi, ils diront que je le voulais, que j'y suis allé volontairement. Ils me détruiront. Sarah finit de bander ses bras écorchés. Alors, aidez-moi d'une autre façon. Dites-moi où va le capitaine. N'importe où de suspect, n'importe où de privé. Calabrese jeta un coup d'œil à la porte, puis revint à elle. Le vieux gymnase. Il est fermé, je crois, mais j'ai entendu des rumeurs qu'il y va après chaque révision disciplinaire. Pour obtenir une substance. C'est ce qu'ils ont dit. Mais alors, la porte s'ouvrit. L'infirmier était revenu, vérifiant le travail de Sarah avec une approbation professionnelle. Pas mal pour une civile, vous pouvez y aller Calabrese. Mais la prochaine fois, fais peut-être attention où tu mets les pieds, hein? Et laisse tomber les dames plus âgées. Il rit de sa propre blague. Calabrese l'ignora, glissant de la table d'examen. Alors qu'ils quittèrent l'infirmerie ensemble, il chuchota avec urgence. Le gymnase, après les révisions disciplinaires. C'est tout ce que je sais. Ils avaient à peine atteint le bas des escaliers quand le caporal James apparut. Madame Dalton, le détective et l'officier vous attendent dans la salle. Son ton changea alors qu'il se tournait vers Calabrese, devenant tranchant et autoritaire. Soldat Calabrese, il y aura des conséquences pour avoir manqué l'entraînement. Présentez-vous à mon bureau, maintenant. Sarah regarda un Calabrese abattu être emmené, ses épaules affaissées en signe de défaite. Le journal pressé contre ses côtes, les secrets d'Evan brûlant à travers le tissu. Elle avait des preuves maintenant, mais des preuves de quoi? D'abus, de meurtre ou de quelque chose de pire encore? Le vieux gymnase, les révisions disciplinaires, les pièces d'un terrible puzzle s'assemblaient. Mais Sarah craignait ce qu'elle formerait une fois complète. La salle était déjà en pleine effervescence quand Sarah arriva. Des marines s'installaient sur des chaises pliantes en rangées nettes, arrangeant une table à l'avant avec du matériel d'enregistrement. Le détective Moreno et l'officier Wansberg se tenaient près des fenêtres, plongés dans une conversation. Sarah s'approcha d'eux prudemment, sa main pressée contre son côté, où le journal d'Evan était caché sous sa chemise. « Détective, officier, j'ai besoin de vous parler en privé. » Moreno leva les yeux, notant immédiatement son urgence. Bien sûr, il regarda autour de la salle animée. « Mettons-nous dans ce coin. » Ils se déplacèrent vers une alcôve tranquille, partiellement cachée par un tableau d'affichage couvert d'avis et de règlements du corps des marines. Sarah vérifia que personne ne regardait avant d'extraire partiellement le journal. « J'ai besoin que vous lisiez ceci, » chuchota-t-elle, « mais pas ici. Pas où quelqu'un peut voir. C'est le journal d'Evan. »« Où avez-vous eu ça ?» demanda Moreno, son regard s'aiguisant. « S'il vous plaît, prenez-le simplement. Lisez-le quelque part en sécurité. Il explique des choses sur le capitaine, sur ce qui a pu arriver à Evan. Madame Dalton, si vous savez quelque chose, vous devez nous le dire maintenant. Il y a trop de choses, et nous ne sommes pas en sécurité pour en discuter ici. » Sarah jeta un coup d'œil nerveusement autour d'elle. « Nous sommes en infériorité numérique. S'il vous plaît,
Lisez-le avant les entretiens. Faites-moi confiance. Vansberg se pencha. Est-ce que cela pourrait potentiellement mener à une situation qui s'aggrave? Oui, répondit Sarah, le mot unique portant le poids de tout ce qu'elle avait appris. Moreno prit une décision. Il glissa le journal dans sa veste et sortit quelque chose de sa poche. Un petit téléphone à clapet. Gardez ceci. Il est déjà programmé avec nos numéros. Si quoi que ce soit arrive, si vous vous sentez menacé de quelque façon que ce soit, appelez immédiatement. Nous allons lire ceci maintenant, ajouta Vansberg. Dans notre chambre. Vous devriez retourner dans la vôtre, verrouiller la porte. Je le ferai, mentit Sarah, sachant déjà qu'elle ne pouvait pas simplement se cacher et attendre. Elle les quitta et traversa les casernes, son esprit s'emballant. Les terrains d'entraînement se vidaient alors que les marines se libéraient des exercices du matin. Elle scruta les groupes, à la recherche de Calabrese, du caporal James, du capitaine Val, mais aucun d'eux n'était visible. Chanceux s'il peut s'asseoir pendant une semaine après celle-ci, disait un jeune marine à ses compagnons en passant. 4e révision disciplinaire cette semaine. Calabrese doit viser une sorte de record. Ouais, le gymnase a un vrai entraînement ces derniers temps, rit un autre. Le sang de Sarah se glaça. Le gymnase. C'était là que Calabrese avait dit que le capitaine allait après les révisions disciplinaires. Elle le repéra alors, un bâtiment séparé de l'autre côté du terrain d'entraînement, plus ancien que les casernes principales, sa façade en briques usée et érodée. Alors qu'elle regardait, elle vit le capitaine Veil s'en approcher depuis l'autre côté, sa démarche déterminée. Il ne la remarqua pas, concentré sur sa destination. Sarah prit une décision en une fraction de seconde. Elle attendit qu'il soit entré dans le bâtiment, puis le suivit, se tenant à la lisière des arbres bordant le terrain d'entraînement. La matinée d'octobre était devenue plus chaude, mais elle frissonna en approchant du gymnase. Le bâtiment avait de hautes fenêtres, la plupart peintes de l'intérieur pour plus d'intimité. Mais il y en avait une, partiellement fissurée, qui offrait une vue. Sarah s'approcha furtivement, utilisant une haie envahie pour se couvrir, et regarda à l'intérieur. Ce qu'elle vit lui retourna l'estomac. Calabrese était là, au centre de ce qui ressemblait à un ancien terrain de basket. Sa chemise était retirée, et même de cette distance, Sarah pouvait voir des ecchymoses, certaines fraîches, d'autres passant au jaune-vert. Le caporal James était là aussi. Alors qu'elle regardait avec horreur, il enfonça son poing dans l'estomac de Calabrese. Le jeune marine se plia en deux, et le capitaine Val s'avança. Elle ne pouvait pas entendre ce qu'il disait, mais sa posture était détendue, presque désinvolte, comme si cette brutalité était routinière. Calabrese essaya de se redresser, et James le frappa à nouveau, cette fois au visage. Du sang jaillit du nez de Calabrese. Les mains de Sarah tremblaient alors qu'elle atteignait le téléphone que Moreno lui avait donné. Mais avant qu'elle ne puisse composer, elle vit Veil faire un geste vers une porte à l'arrière du gymnase, une qui semblait mener sous terre. Ils emmenaient Calabrese ailleurs. Elle composa le numéro de Moreno d'une main tremblante. « Madame Dalton », répondit-il à la première sonnerie. « Je suis au gymnase », chuchota-t-elle. « Ils battent le Calabrese, le capitaine et le caporal James. Ils l'emmènent sous terre. Il y a une sorte de porte. » « Nous avons lu le journal, » dit Moreno, la voix tendue. « Nous avons déjà appelé des renforts, FBI et police d'État. Combien de personnes avez-vous vu? 3, en comptant Calabrese, mais je ne sais pas s'il y en a d'autres. Restez où vous êtes, n'approchez pas. Les renforts sont en route, mais ça prendra du temps, vu notre emplacement. Hans, c'est moi. Nous arrivons maintenant. Détective, n'entrez pas à l'intérieur, Madame Dalton. C'est un ordre. Sarah mit fin à l'appel et attendit,
Chaque seconde semblait durer 1 heure. Le gymnase était silencieux maintenant. Aucun signe de mouvement à travers les fenêtres. Où l'avait-il emmené? Qui était là-dessous? Moreno et Vansberg arrivèrent en quelques minutes, armes dégainées. « Je vous ai dit d'attendre dans un endroit sûr, » dit Moreno. « Je reste ici, » dit fermement Sarah. Les deux officiers échangèrent un regard, puis Moreno hocha la tête. « Restez dehors. Si vous entendez quoi que ce soit qui semble indiquer que nous avons des problèmes, courez. Allez au bâtiment principal et donnez l'alarme. » Ils entrèrent dans le gymnase, se déplaçant avec une prudence exercée. Sarah se pressa contre le mur du bâtiment, s'efforçant d'entendre quoi que ce soit de l'intérieur. Des minutes passèrent dans un silence tendu. Puis un cri, un fracas, le bruit d'une lutte. Un groupe de 4 marines apparut au coin du bâtiment, probablement attiré par le bruit. « Madame, que se passe-t-il » demanda l'un d'eux. Sarah hésita. Pouvait-elle leur faire confiance? Mais alors, ils entendirent un autre fracas de l'intérieur et l'entraînement des Marines prit le dessus. « Quelque chose ne va pas » dit le marine en tête. « Johnson, Smith, vérifiez. » Ils entrèrent dans le gymnase avant que Sarah ne puisse les arrêter. Elle entendit l'un d'eux s'écrier « Qu'est-ce que c'est que ça? Il y a une porte ici. Elle descend sous terre. » Incapable de supporter l'incertitude plus longtemps, Sarah les suivit à l'intérieur. Le gymnase était vide, mais la porte à l'arrière était ouverte, révélant des escaliers descendant dans l'obscurité. Les marines descendirent déjà, et Sarah suivit, son cœur battant la chamade. Les escaliers menaient à une lourde porte métallique, de qualité militaire, datant probablement de décennies. Elle était entr'ouverte, une matraque de police coincée, pour l'empêcher de se fermer automatiquement. Réflexion intelligente de la part de Moreno ou Vansberg. Au-delà se trouvait un tunnel en béton, l'air stagnant et froid. De vieux conduits et tuyaux couraient le long du plafond. Cela faisait partie de l'infrastructure originale du camp, réalisa-t-elle, peut-être un ancien abri anti-bombe de l'ère de la guerre froide. « Madame, vous ne devriez pas être ici, » dit l'un des marines, mais il était trop tard pour faire demi-tour maintenant. Ils atteignirent une autre porte au bout du tunnel, également ouverte. Les bruits de lutte étaient plus clairs maintenant. Sarah et les Marines firent irruption. La scène qui les accueillit était à la fois horrifiant et surréaliste. C'était une chambre souterraine, des murs en béton bordés de cellules, de véritables cellules de prison avec des barreaux. Moreno tenait le capitaine Vail pressé contre un mur, lui passant les menottes. Vansberg faisait de même avec le caporal James. Les deux militaires avaient clairement essayé de se battre, mais avaient été submergés. Mais c'étaient les cellules qui attirèrent l'attention de Sarah. Dans l'une, Calabrese était affalé contre les barreaux, le sang coulant encore de son nez. Et dans une autre, « Oh mon Dieu !» souffla Sarah. Evan. La silhouette dans la deuxième cellule était à peine reconnaissable comme son fils. Décharné, barbu, vêtu de vêtements sales, il était assis sur le sol, les genoux remontés contre sa poitrine. Il leva les yeux vers le tumulte avec des yeux creux, qui ne montraient ni reconnaissance ni espoir. « Sortez-les !» cria l'un des marines. « Nous devons les sortir !» « Les clés !» appela Vansberg, luttant avec James. « Vérifiez leurs poches. » Des marines remontèrent en courant le tunnel. « Nous allons chercher des outils !» appela l'un d'eux. « Madame Dalton, » dit fermement Vansberg, « vous devez partir. Maintenant, suivez ces marines. » Pour une fois, Sarah obéit. La vue d'Evan, vivant mais brisé, était trop. Elle trébucha à travers le tunnel avec les deux marines, émergeant dans la lumière du jour, qui semblait incroyablement vive. La nouvelle se répandit rapidement. Les marines affluèrent hors des casernes, certains courant pour aider,
d'autres se tenant en groupe choqués. Sarah remarqua un mouvement près de la porte principale du camp. Un groupe d'hommes en tenue de marine essayant de partir en hâte. Elle aperçut la sergente Donnelly à proximité. « Sergente, ces marines, ils essaient de s'échapper. » La sergente Donnelly jeta un coup d'œil aux hommes en fuite et aboya des ordres. « Sécurité, verrouillez la porte. Personne ne sort. » Les marines se déplacèrent avec une efficacité entraînée, bloquant la sortie. Les hommes en fuite, Sarah en compta 6, furent rapidement détenus. Au loin, des sirènes hurlaient, de multiples sirènes. La cavalerie arrivait. Sarah se tenait au milieu de tout cela, engourdie par le choc. Evan était vivant. Après 8 ans, son fils était vivant. Mais dans quel état? Que lui avait-il fait là-dessous? Des voitures tas de police et des véhicules du FBI inondèrent le camp. Sarah les rencontra au gymnase, les conduisant à la chambre souterraine. Au moment où ils arrivaient, un groupe de Marines était revenu avec des coupe-boulons et des pièces de biche. Les cellules étaient ouvertes. Moreno et Vansberg sortirent en premier, escortant Vail et James menottés. Les visages des 2 hommes étaient soigneusement vides, ne révélant rien. Puis vinrent les Marines, soutenant Calabrese entre eux. Il pouvait marcher, mais à peine. Et enfin, Evan. 2 marines le portaient pratiquement, ses jambes trop faibles pour supporter son propre poids. À la lumière du jour, il avait l'air encore pire. Pâle comme du papier, cheveux emmêlés et longs, yeux qui ne semblaient en se concentrer sur rien. Mais il était vivant. Les jambes de Sarah s'effondrèrent. Elle s'écroula à genoux sur le béton, 8 ans d'incertitude s'abattant sur elle comme une vague. Il était vivant. Sarah se remit debout, tandis que des agents du FBI et la police d'État envahissaient la zone. Le détective Moreno parlait rapidement à un agent du FBI, faisant des gestes vers le gymnase. Nous sommes entrés dans la chambre souterraine et avons trouvé le capitaine Vail, agressant sexuellement le soldat Calabrese pendant que le caporal James l'enregistrait, expliqua Moreno. Ils ont fait un commentaire sur l'ajout à leur collection, dans l'abri anti-bombe désaffecté. Ils ont dit quelque chose à propos d'autres, qu'ils les rejoindraient là-dessous plus tard. Le visage de l'agent du FBI s'assombrit. Les hommes qui ont tenté de fuir sont déjà en garde à vue, confirma un policier d'État. 6 individus. Ils seront emmenés au poste pour interrogatoire. Voyons ce qu'ils ont à dire. Je parie qu'ils cachent quelque chose. Sarah regarda le capitaine Vail et le caporal James être formellement arrêtés, leur droit lu d'une voix claire et mesurée. L'expression de Vail resta étrangement calme, tandis que James ressemblait à un animal acculé. Les 2 furent chargés dans des véhicules de police séparés. L'équipe médicale était arrivée. 2 ambulances avec des équipes complètes. Sarah se dirigea vers Evan, ses mains tremblant alors qu'elle tendait la main pour toucher son visage. Il tressaillit d'abord, puis sembla reconnaître quelque chose dans son toucher. « Evan, » murmura-t-elle. « C'est maman. Tu es en sécurité maintenant. » Il la regarda avec ses yeux creux, et elle pouvait voir qu'il essayait de comprendre, essayait de réaliser que c'était réel. Ses lèvres bougèrent, mais aucun son ne sortit. « Madame, nous devons les emmener à l'hôpital, » dit doucement un ambulancier. « Les 2 victimes ont besoin de soins médicaux immédiats. » Le détective Moreno apparut à son coude. « Madame Dalton, ce journal, vous aviez raison de ne faire confiance à personne ici. Nous ne savons toujours pas jusqu'où va cette affaire. Combien étaient impliqués, qui savait et est resté silencieux. Mais nous allons le découvrir. » Autour d'eux, des agents du FBI et la police militaire organisèrent les marines en groupe, se préparant pour des entretiens de masse. Le camp entier était devenu une scène de crime. « Allez avec votre fils, » dit Moreno. « Je vous retrouverai à l'hôpital plus tard. »
Il y a beaucoup à traiter ici et au poste. Merci, parvint à dire Sarah, de m'avoir cru, d'avoir agi si rapidement. Merci à vous de ne pas avoir abandonné, répondit-il. 8 ans, et vous n'avez jamais cessé de chercher. Sarah monta dans l'ambulance avec Evan et Calabrese. Les deux jeunes hommes étaient allongés sur des civières côte à côte. Calabrese, malgré ses blessures, parvint à tourner la tête vers elle. « Vous nous avez sauvés », chuchota-t-il à travers ses lèvres enflées. Tous les deux. « Vous vous êtes sauvés vous-même », dit Sarah. « En survivant, en n'abandonnant pas. » Le trajet en ambulance fut un flou de terminologie médicale qu'elle connaissait par cœur, mais qu'elle ne pouvait pas traiter. Lecture de la tension artérielle, insertion d'une intraveineuse, examen préliminaire. Elle tenait la main d'Evan, sentant combien elle était mince, combien fragile. 8 ans. Il avait été là-dessous pendant 8 ans. À l'hôpital, pas son hôpital, mais le centre médical régional, avec de meilleures installations, Sarah se retrouva dans la position surréaliste d'être de l'autre côté des portes d'urgence. Ses collègues comprendraient pourquoi elle ne pouvait pas être impliquée dans le traitement. En ce moment, elle n'était pas une infirmière. Elle était une mère. Elle s'assit dans la salle d'attente, sur les mêmes chaises inconfortables qu'elle avait croisées des milliers de fois, sans vraiment les voir. Combien de familles s'étaient assises ici, attendant des nouvelles? Combien avaient reçu des miracles? Combien n'en avaient pas reçu? Hier, elle était dans ses propres urgences, sauvant des vies avec une efficacité exercée. Chaque patient, une histoire, une crise, un être humain dans le besoin. Elle avait fait les gestes, professionnels et détachés, ne sachant jamais que sa propre histoire était sur le point de prendre un tournant si impossible. 1 heure passa, peut-être plus. Le temps avançait étrangement quand on était celui qui attendait. « Madame Dalton », dit un médecin qu'elle ne reconnaissait pas, se tenant devant elle. « Je suis le docteur Chen. Votre fils et le soldat Calabrese sont stables. Nous avons terminé les examens et traitements initiaux. Ils sont transférés dans une chambre maintenant. Nous les avons mis ensemble, comme demandé. Puis-je le voir? Bien sûr. Chambre 314. Il était réveillé, mais très faible. Nous devrons faire plus de tests, mais physiquement, il se rétablira. Les aspects psychologiques, prendront plus de temps. Sarah savait ce qu'il ne disait pas. 8 ans de captivité, d'abus, d'isolement. Le corps pourrait guérir, mais l'esprit, elle trouva facilement la chambre 314. Calabrese dormait, des bandages couvrant son visage, des perfusions remplaçant ce que la violence avait pris. Et dans le lit d'à côté, Evan. Il était éveillé, fixant le plafond. Quand elle entra, sa tête tourna lentement, comme si le mouvement lui-même était quelque chose qu'il avait oublié comment faire. « Evan » dit-elle doucement. Ses yeux se concentrèrent sur elle, et elle vit la reconnaissance naître. Une vraie reconnaissance, cette fois, pas juste la vague conscience d'avant. Sa bouche s'ouvrit, et un son émergea, craqué, brisé, à peine un murmure. « Maman. » Sarah traversa la chambre en 2 enjambées, le recueillant soigneusement dans ses bras. Il était si mince, si fragile, mais il était chaud, vivant, et ici. Ils pleurèrent ensemble, des larmes silencieuses qui n'avaient pas besoin de mots. 8 ans de peur, d'incertitude, d'horreur imaginée, qui s'étaient avérées moins terribles que la vérité. Tout se déversa dans cette chambre d'hôpital. Un coup à la porte les interrompit. L'officier Wansberg entra, l'air épuisé. « Madame Dalton, désolé de faire intrusion. Le détective est toujours au camp, mais il voulait vous tenir au courant. » Sarah relâcha Evan à contre-cœur, bien qu'elle gardât sa main. « Qu'avez-vous appris? » Wansberg jeta un coup d'œil à Evan, puis revint à elle.
Puis-je parler librement? Sarah regarda son fils, qui donna le plus léger des hochements de tête. Le capitaine et le caporal ne parlent pas, mais certains des 6 autres placés en garde à vue le font, ainsi que quelques-uns que nous avons interrogés au camp. Des Marines qui savaient que quelque chose n'allait pas, mais avaient trop peur pour parler. Votre fils, quand il est arrivé au camp Buckner en 1993, est devenu une cible presque immédiatement. Il ne correspondait pas à leur idée de ce qu'un Marine devrait être, trop introverti, trop doux. Sarah sentit la main d'Evan se resserrer dans la sienne. Quand ils l'ont trouvé en train d'écrire une lettre à une marine, Amy, ils l'ont accusé d'être dans le déni concernant sa sexualité. Le harcèlement s'est intensifié. Il a été appelé au bureau du capitaine à plusieurs reprises pour des révisions disciplinaires. C'est alors que le capitaine lui a donné ses magazines, apparemment pour l'aider à s'accepter. Mais il n'était pas gai, dit doucement Sarah. Il était juste différent. Les magazines sont devenus un problème quand d'autres marines l'ont découvert. C'était de la contrebande précieuse dans un endroit comme celui-là. Votre fils les a cachés, mais son colocataire les a trouvés et a fait des copies. Le capitaine était furieux de perdre le contrôle de la situation. « Et ensuite ?» demanda Sarah, bien qu'elle redoutât la réponse. « Une nuit, lors d'un exercice d'entraînement, votre fils et plusieurs autres marines problématiques ont disparu. Les autres, Vansberg secoua la tête. Nous ne savons pas encore. Personne ne semble savoir. Et c'est ce qui a maintenu tout le monde en ligne. Le capitaine pouvait faire disparaître des gens. Sarah regarda le visage creux de son fils. Pourquoi le garder? Pourquoi ne pas simplement? Mon hypothèse est que le capitaine et le caporal avaient certains intérêts troublants. Ils voyaient votre fils et Calabrese comme des cibles idéales, soumis, isolés, avec personne susceptible de poser trop de questions. La mâchoire de Vansberg se crispa. Ils les gardaient pour leur propre gratification tordue. Mais nous devons encore confirmer ces soupçons. 8 ans, murmura Sarah. Ils en ont fait un esclave. Votre fils aura besoin d'une thérapie intensive, dit doucement Vansberg. Récupération physique, soutien psychologique. C'est un long chemin, mais il est vivant, Madame Dalton. Contre toute attente, il a survécu. Je vais informer la famille de Calabrese, ajouta-t-il. Ils sont dans le Michigan. Ils voudront venir immédiatement. Après le départ de Vansberg, Sarah s'assit au bord du lit d'Evan, caressant ses cheveux emmêlés. « Ça va, maman ?» murmura Evan, sa voix comme du papier de verre. « J'ai peut-être l'air comme ça, mais je suis toujours fort à l'intérieur. » Des larmes fraîches coulèrent sur les joues de Sarah. « Comment es-tu resté fort? » « J'ai continué à attendre, » dit-il simplement. « Je savais que quelqu'un viendrait. Je savais que tu n'abandonnerais pas. »« Jamais, » dit férocement Sarah. « Je n'ai jamais abandonné. »« Cet homme que j'ai vu dans l'abri, » murmura Evan, jetant un coup d'œil à l'autre lit. « Est-il? » « Il s'appelle Soldat Calabrese. Le médecin a dit qu'il allait s'en sortir. C'est lui qui a trouvé ton journal, celui qui m'a aidé à donner un sens à tout cela. Il a tout risqué pour découvrir la vérité. Nous lui parlerons quand vous vous sentirez tous les deux mieux. » Les yeux d'Evan se fermèrent, l'épuisement le réclamant. Mais il y avait quelque chose, comme de la paix sur son visage maintenant. La première que Sarah avait vue. Alors qu'elle était assise là, tenant la main de son fils, Sarah réfléchit au fils qui avait mené à ce moment. Le courage de Calabrese à chercher la vérité et à se protéger. La détermination inlassable du détective. Même la rénovation qui avait révélé les magazines cachés. Le mal prospère dans le silence et les ombres, réalisa-t-elle. Il dépend de la peur, de l'isolement, de la croyance que personne ne viendra chercher. Mais l'amour d'une mère, le courage d'un ami, le refus éventuel d'une communauté
face aux actes répréhensibles, était plus fort que n'importe quelle obscurité. La chambre était silencieuse, à l'exception du bip doux des moniteurs et de la respiration de deux jeunes hommes qui avaient donc survécu à l'impensable. Sarah s'installa dans le fauteuil entre leurs lits, montant la garde. Elle avait attendu 8 ans pour ce moment. Elle pouvait attendre un peu plus longtemps pour ce qui viendrait ensuite.